Comment est-ce qu'on peut mesurer la souffrance des gens? En les écoutant. Et c'est justement ce qu'on ne fait pas. Si j'écris ce livre... Donc c'est un chiffre un peu subjectif. Ah, c'est pas mesuré scientifiquement, et personne ne peut le faire. Ou alors il faudrait une enquête précise, diligentée, comme on dit, par le ministère, qui évidemment ne le fera pas. Pourquoi vous l'affirmez? Alors pourquoi vous dites 80% de Parce ces que maladies? tout le monde le dit dans le monde entier. C'est pas particulier à la France. Dans ce livre, il y a à peu près 1 millier d'articles anglo-saxons, essentiellement américains, qui ont été analysés. Et les résultats sont totalement concordants. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. En 30 ans, la situation des gens en France, leur façon de vivre, d'avoir des relations entre eux, etc., c'est réellement dégradé. Plus peut-être en France que dans d'autres pays occidentaux, plus encore. Alors, sentiment de mal-être, d'être abandonné, de solitude, de ne pas recevoir les soutiens familiaux, professionnels ou sociétaux qu'on peut espérer. Tout ça crée une situation de mal-être qui retombe sur la tête de qui? Des femmes. Parce que les femmes faut quand même regarder les choses en face. Elles travaillent parfaitement dans le domaine professionnel et en plus, c'est elles qui portent les enfants, les élèves, les suivent, etc. C'est conséquence, 4 fois plus de dépression chez les femmes, 4 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes. Mais moins de suicides. Pourquoi moins de suicides? Pour une raison technique, elles n'ont pas d'armes, ou très peu. Mais pour une autre raison, c'est qu'elles ont un sens de leur responsabilité à l'égard de leur foyer, de leurs enfants, etc. Il y a un grand effort à faire dans ce domaine. C'est pas avec des pilules. Ces pilules ne servent que dans les grandes dépressions. Il y a 13 millions de pilules qui sont ingurgitées quotidiennement. 13 millions de pilules. Que vous croyez? Il y a le double. Parce qu'il y a aussi toutes les pilules antalgiques. Vous savez, antidouleurs, dépression. C'est aussi une sorte d'antidépresseur. Voilà, exactement. Mais vous dites effectivement que ça accompagne, que ça ne sauve pas nécessairement des vies, mais quand même, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui prennent du Prozac ou autre chose sans faire de publicité. D'ailleurs, vous faites une liste de ceux qui ne servent à rien, des médicaments, puis d'autres qui peuvent accompagner. S'ils arrêtent, après avoir lu votre ouvrage, de consommer ces pilules et que leur état s'empire, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Il ne faut pas qu'ils arrêtent sans l'accord de leur médecin. Et leur médecin ne pourra pas les arrêter s'il ne peut pas, en contrepartie, leur donner ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire une écoute longue, une empathie, une sympathie, presque, on pourrait dire une amitié. C'est le rôle du médecin. Vous savez, la médecine, c'est pas une science dure, c'est une science humaine et sociale. Vous êtes un iconoclaste, vous essayez de les secouer. Les lobbies vous attaquent? Les lobbies pharmaceutiques? Ils vous menacent un peu? Non, pas. Vous essayez de vous discréditer? Non. J'ai même eu de très bons amis au plus haut poste de l'industrie pharmaceutique avec lesquels on pourrait discuter tranquillement, mais complètement à part du domaine public. Mais vous n'êtes pas psychiatre et vous parlez de psychiatrie. Vous êtes pneumologue. Vous êtes pneumologue? Non, je ne suis pas pneumologue. Ça, tout le monde répète ça. C'est ce qu'on lit dans la presse? Oui, c'est bien le problème. Je suis professeur depuis 52 ans de thérapeutique, c'est-à-dire de médicaments.